Alors que vous vous jurez intérieurement de ne plus approcher du moindre cercle de pierre, qu'il soit petit, grand, à 10 cailloux ou des milliers, et rayer la Bretagne des destinations vacances potentielles, la petite brise d'été qui souffle à travers les shoji abîmés du sanctuaire fait jouer les toiles d'araignée, nombreuses entre les poutres. Après tout, dans votre ménage effréné du lieu, vous les avez laissés tranquilles. Même le plus grand d'entre vous est au moins à un bras de distance de la toile la plus basse. D'ailleurs, vous en êtes bien content. L'idée que Kumo-sama puisse vous dévorer si vous en brisiez une reste dans un coin de votre tête. Vous profitez de la faible brise qui parvient jusqu'à vous, tout en grignotant quelques pokis. La nuit est encore jeune, très jeune. Vous avez commencé à vous installer peu après le coucher du soleil, un peu avant 19 heures, et la nuit est tombée relativement vite. Vous vous sentez encore en pleine forme, même si vous avez débloqué quelques nouvelles peurs dont vous ignoriez tout quelques heures auparavant. Mais là, à cet instant, au milieu de toutes ces bougies encore allumées et de ces gens qui ont le même amour des histoires d'épouvante que vous êtes bien. Vous vous sentez dans votre monde, un pied dans le monde réel, sa technologie, ses combini et ses tracas quotidiens, et l'autre dans le monde surnaturel avec ses mystères, ses secrets, et un voile entre les deux qui ne vous a jamais semblé aussi fin. Dans le silence relatif de cette nuit d'été, l'homme au masque de kitsune bleu se lève, vous regarde chacun à votre tour. Un sourire étire ses minces lèvres. Il se frotte déjà les mains, ravi à l'idée de vous raconter une nouvelle histoire. Il prend une grande respiration, tape 2 fois dans ses mains et entame la formule rituelle. Mukashi mukashi, hyaki yakko. L'histoire que je vais vous raconter est tirée d'un fait divers qui a eu lieu il y a quelque temps. Mais les créatures invoquées dans celle-ci sont anciennes, beaucoup plus anciennes, sûrement aussi anciennes que l'humanité elle-même. Je vous parle des Hiningen, des créatures inquiétantes qui circulent parmi nous, à l'insu de tous. Peut-être même que l'un de vos amis, ou même l'un des membres de votre famille est l'un d'eux. Il n'y a aucun moyen de le savoir. Mais revenons-en à notre histoire. Vous avez peut-être lu dans les journaux ce fait divers particulièrement horrible. Je veux bien sûr parler de celui de ces 5 jeunes retrouvés avec de terribles mutilations. Je ne sais pas si vous avez suivi l'enquête que les journaux ont rapportée, ou les messages sur les forums parlant d'ésotérisme. Mais moi, grâce à mon travail, j'ai eu accès aux rapports. À tous les rapports, autopsie comprise. Et je peux vous dire que ce n'était pas joli. Je peux donc vous expliquer avec exactitude ce qu'il s'est passé. Et le danger de faire appel à Kokuri-san, sans être ou en étant insuffisamment préparé. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère, et ce n'est certainement pas le groupe de Kenichi qui pourrait vous contredire. Enfin, s'il était toujours vivant, bien entendu. Tout a commencé pendant la Golden Week, cette semaine de vacances entre fin avril et début mai. Située peu après le début de l'année scolaire japonaise, les examens sont encore une lointaine menace pour les étudiants de dernière année, qui en profitent alors pour faire des voyages et prendre un peu de bon temps, avant de se plonger corps et âme dans l'enfer des études. Raison pour laquelle Kenichi et ses 4 amis avaient planifié de faire un peu d'urbex dans les environs de Fukushima. Ils avaient plus ou moins 5 ans quand la catastrophe était arrivée et n'avaient donc pas été autant marqués que leurs parents par ce drame. À force de voir des vidéos de jeunes qui partaient en exploration urbaine dans les zones abandonnées de Namiya et Tomioka, dans la préfecture de Fukushima, ils avaient résolu d'aller y faire un tour par eux-mêmes et constater de leurs propres yeux l'arrêt du temps en ces lieux. Leur programme était bien établi. Visite de la route numéro 6, de supermarchés et de combini abandonnés, du centre aquatique, d'une garderie et en apothéose, l'école primaire. Une vraie plongée dans le passé, armés juste de leur sac à dos, de masques pour la poussière potentiellement radioactive, et d'une envie de vivre une véritable aventure. Niveau aventure, ils n'ont clairement pas été déçus. Mais que s'est-il passé exactement? Au début de leur visite, tout allait bien. Ils riaient, ils s'amusaient. Ils ont pris leurs plus belles photos. D'ailleurs, on a pu retracer leur voyage et ses conséquences, simplement en regardant dans les galeries de leur téléphone. Mais ça,
C'était avant. Avant leur visite du toit de l'établissement scolaire et le moment où tout a basculé. Quand ils sont arrivés dans l'école primaire, tout était encore normal. On a des photos d'eux en train de visiter les salles de classe, le local de musique, faire des mises en scène devant les casiers à chaussures, bref, les photos habituelles de jeunes qui font de l'urbex. Après avoir visité le rez-de-chaussée et les étages, Kenichi a proposé quelque chose. Hey les gars, ça vous dit de faire une activité genre test de courage sur le toit? Je sais bien qu'on n'est pas encore à la saison des festivals et tout, mais j'ai quelque chose dans mon sac qui pourrait bien vous amuser. Mais pour ça, j'ai besoin que vous m'aidiez à monter un truc jusque sur le toit. Bien sûr, ils ont suivi, tout excités à l'idée de faire quelque chose de vaguement interdit. Enfin, plus encore que de visiter cette école dans une zone où ils ne sont pas censés être. Ils ont tous répondu oui à cette question. Ils se sont mis à trois, les trois mecs évidemment, pour monter le banc d'écoliers jusque sur le toit, pendant que les filles pouffaient en les voyant galérer et manquer trébucher dans les marches. Ça, May, ce sont des hommes. Des vrais. N'a qu'à nous aider qu'à aider, si tu ouvres ta bouche comme ça. Mais non, vous faites ça si bien. Et puis, on voudrait pas blesser votre orgueil de mal. Allez, regarde, on vous encourage. Gambate, gambate. Il a bien fallu forcer un peu pour que le mobilier passe par la porte étroite menant au toit. Mais ils ont finalement réussi à le poser, bien au milieu de la plateforme. Inutile de redescendre prendre des chaises, hein. Vous êtes suffisamment jeune pour rester debout 1 heure ou plus si affinité. Bon, est-ce que vous êtes prêts? 4 têtes se sont mises à bouger de haut en bas, un grand sourire d'excitation sur le visage. Kenichi a sorti une feuille de son sac, une grande feuille A3, sur laquelle il avait écrit en haut de la page, à gauche, « Hai ». Oui. Au milieu, un dessin de Torii signifiant Tabun, peut-être. Et à droite, Ie, pour non. Directement en dessous, en petite colonne bien droite, comme dans les syllabaires de leur enfance, les hiragana, bien alignés. Et encore en dessous, sur une ligne, les nombres de 0 à 9. Il fouille dans sa poche et en sort une pièce de 100 yens qu'il pose sur le torii de la feuille. Maintenant, mettez-vous autour de la table et posez un doigt sur la pièce. Mais enfin, pas ce doigt-là, Kaoru. Tu ne voudrais pas manquer de respect à Kokuri-san. Je sais pas trop. J'ai un peu peur, là. Allons, May. Fais pas ta timide. Tu vas voir, ça va aller. Vous attendez quoi là? Allez, hop hop hop. Finalement, 5 index se posent sur la pièce, tant bien que mal. Ah oui, c'est que c'est pas énorme une pièce de 100 yens. Kenichi ferme les yeux, respire profondément plusieurs fois, puis les rouvre et regarde ses acolytes. Vous êtes prêts? Kokuri-san, Kokuri-san, si tu es là, peux-tu venir et répondre à nos questions? Kokuri-san, Kokuri-san, si tu es là, peux-tu venir et répondre à nos questions? Les pas pressés, hein, Kokori. Peut-être qu'il faut faire un petit sacrifice pour la pâtée. J'ai un jus, ou même une pomme dans mon sac si tu veux. Chut, ne sois pas irrespectueux comme ça, tu voudrais pas qu'il nous arrive malheur. Enfin, c'est n'importe quoi là, ça fait 5 minutes qu'on est occupé, il se passe rien. Laissez-moi me concentrer un peu là. Silence. Voilà, comme ça c'est bien. Allez, une dernière fois. Kokuri-san, Kokuri-san, si tu es là, peux-tu venir et répondre à nos questions? L'atmosphère autour d'eux se fait soudain glacer. Des petits nuages de buée sortent de leur bouche. Sous leurs doigts, la pièce semble chauffer, comme si une énergie en émanait. Elle se dirige vers Hai. Oui. Vous avez vu? Ça marche? Qu'est-ce que vous voulez poser comme question? Je sais, moi. Kokuri-san, est-ce qu'on va réussir nos examens? La pièce sous leurs doigts vibre d'une chaleur malsaine. Se promène entre les hiragana. Attendez, je vais prendre de quoi écrire. Kaede, toujours un doigt sur la pièce, sort du sac posé à côté d'elle un papier et un crayon. Alors, qu'est-ce que ça dit? Heureusement, ça ne va pas trop vite. Ça me laisse le temps. Attendez. Je réfléchis. Quoi? Comment ça? Kokuri-san, tu nous fais une blague? La pièce file vers Ie. Non. Ah, tu nous fais pas une blague, Kokuri-san? Ah? Elle est retournée sur non. Tu veux dire qu'on va rater nos examens? La pièce est partie sur oui.
Oh non, mais j'étudie super sérieusement, moi. Je vais aller à Todai. C'est n'importe quoi, je raterai pas. Et puis c'est pas un stupide esprit qui m'empêchera de réussir. Attendez, attendez! La pièce bouge encore! À la pièce est revenue vers le oui, et chauffe de plus en plus. 5 doigts se retirent précipitamment, tandis que devant leurs yeux incrédules, la pièce continue de bouger toute seule, de plus en plus vite. Note ce qu'elle écrit. Oui, attends. Vous ne passerez pas vos examens. Comment ça? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Attends, elle n'a pas fini. Vous serez à moi avant. Mais c'est n'importe quoi. Arrêtez ça maintenant! Ça va beaucoup trop loin, j'ai vraiment peur! 3 personnes commencent à s'éloigner rapidement de la table et du papier maudit. Attendez. Il faut clôturer proprement. Sinon, on va être maudit. Non mais tu fais comme tu veux, mais moi je m'en vais, hein. Ibiki, reviens! Hors de question. Kaede, viens, on s'en va. Non! Non. Il a raison. Il faut renvoyer Kokori-san. Kaede prend la main de Mei, la rapproche du bureau. C'est bien. Allez, Ibiki, Kaoru, Mei, Kade, remettez vos doigts sur la pièce, s'il vous plaît. On termine ça et on s'en va. Kokori-san, merci pour tes réponses. S'il te plaît, retourne d'où tu viens et peux-tu nous quitter maintenant? La pièce échappe à leurs doigts et, devenue folle, se jette sur le nom. Puis, de plus en plus vite, épelle en boucle. À moi, à moi, à moi. Puis, un son semblant venir de nulle part et partout à la fois, prend de plus en plus d'ampleur. À moi, vous êtes à moi. À moi, vous êtes à moi. C'en est trop pour les lycéens qui s'enfuient en hurlant, laissant tout sur place tandis qu'une mince couche de givre se forme sur la feuille et le bureau. Couche de givre vite fondue par le va-et-vient incessant de la pièce, rendant la feuille illisible et faisant couler l'encre du plateau, telle une traînée de sang. C'est à partir de ce moment que les choses, pardonnez-moi l'expression, ont commencé à déconner très fort. Ils sont bien entendu rentrés chez eux. On dit à leurs parents que oui, le voyage s'était bien passé, et non, pas d'incident à signaler. Mais maintenant, ils doivent étudier. Ils ont juré de ne plus jamais parler de cet épisode, ni entre eux, ni à personne. Et les jours passent. Vous savez comment sont les grands ados. Ils ont d'énormes capacités de résilience, ou alors de mettre les choses horribles et dérangeantes sous le tapis. Ils ont donc continué leur vie normalement. Se retrouver après les cours, faire des activités ensemble, rire, bref, le train-train quotidien. C'est ce qui nous a permis de faire ces constatations. Sur les photos qu'ils ont continué à prendre par après, jusqu'à leur mort en fait, on peut voir une lente dégradation. Vous savez, un peu comme dans ce film d'horreur Ring, où une fois la cassette vue, ils deviennent flous sur les photos. Eh bien là, c'était un peu pareil. Sauf que ce n'était qu'une zone de leur corps qui, progressivement, est devenue de plus en plus bizarre. Sur les photos prises le lendemain, c'était imperceptible. Particulièrement sur la photo de groupe, prise devant le Shinkansen, où on aurait juste dit que Kenichi avait légèrement bougé pendant la prise. Et puis les jours passent encore. Ils n'osent pas parler à leur famille de ce qu'il s'est passé ce jour-là sur le toit. Mais les autres voient bien que leur comportement change. Leur pâleur, leur sursaut au moindre bruit. Ils voient bien qu'ils se sentent épiés, stressés, mal à l'aise. Des traits tendus sur des visages de plus en plus cernés, des corps qui perdent du poids rapidement, des jeunes adultes de plus en plus effacés et repliés sur eux-mêmes, sursautant au moindre bruit. Puis les cris dans la nuit, les réveils en sursaut de cauchemars horribles dont ils ne veulent pas parler. Lentement, les 5 amis se dégradent de plus en plus. On peut donc en voir la progression sur les photos. Les dernières d'ailleurs sont absolument terrifiantes quand on sait ce qu'on regarde. Ce qu'on pensait être des artefacts de compression ou des maladresses lors du déclenchement sont en fait la prise de possession des victimes par l'esprit sans corps, par le Hinningen, invoqué lors de cette partie de Kokori-san. La première à mourir a été Mei. 49 jours après ce voyage maudit, on a retrouvé son corps dans sa chambre. D'après les rapports d'autopsie, il semblerait qu'elle se soit arraché les yeux de ses propres mains. Même s'il n'y en avait aucune trace dans sa chambre, les 2 trous noirs et sanguinolents,
Le sang sur ses mains et son visage montre que ce sont bien ses doigts qui ont pris possession de ses globes oculaires. Ce qu'ils sont devenus après ? Mystère. Sachez juste qu'ils n'ont jamais été retrouvés. Toujours est-il que l'équipe qui est venue constater ce décès a eu besoin d'un soutien psychologique après. Et il faut dire que voir une jeune fille sonder le fond de votre âme avec des orbites vides et la bouche ouverte sur un dernier cri, ça a de quoi remuer son homme. Ou sa femme. Bien sûr, ces informations ne sont pas parvenues aux oreilles des journaux. 49 jours plus tard, c'est Kaoru qui a trouvé la mort dans des circonstances atroces. Lui qui voulait tellement réussir est mort d'un accident du travail à son baito. On ne sait pas trop ce qu'il s'est passé, mais il a glissé et son visage s'est retrouvé plongé en avant dans un hachoir. Ses collègues ont bien essayé de le tirer de là, mais c'était trop tard. La machine avait accompli ses méfaits. Son nez avait été complètement broyé, arraché. L'intérieur de sa tête derrière creusé par la machine. De sa face, il ne restait que les yeux exorbités sur une douleur atroce, les mâchoires et un trou béant et sanguinolent entre les deux. Lors des auditions de ses collègues, tous traumatisés par l'accident, il est ressorti que pendant qu'il agitait ses bras en essayant de se sortir de là, et que ses hurlements se transformaient peu à peu en borborigmes avant de laisser place au silence, un froid tout à fait incongru en ces lieux, où il fait facilement 30 degrés à cette époque de l'année, avait pris place, et qu'il leur avait semblé entendre quelque chose. Aucun n'osera l'avouer, mais les paroles « À moi, tu es à moi, tu m'appartiens. » prononcées d'une voix inhumaine, en superposition aux hurlements, une voix qu'ils ont entendue distinctement dans leur crâne, sans passer par les oreilles, et qui s'était tue au moment même où Kaoru avait rendu son dernier soupir. Après ces 2 décès, les 3 autres se sont sentis menacés comme jamais. Une mort, ça pouvait être accidentel. Une deuxième, c'était une trop grosse coïncidence. D'autant qu'il s'était écoulé 49 jours à chaque fois. Et que, tic-tac, inexorablement le temps passe. Et il se pourrait bien que l'un d'eux soit le prochain sur la liste. Dans le meilleur des cas, s'il ne parvenait pas à arrêter Kokori-san, le dernier aurait une espérance de vie d'un peu moins de 5 mois. Et 5 mois quand on n'a pas encore 20 ans, autant dire que c'est un clignement d'œil. Kaede est morte dans un temple shinto, au milieu des Shimenawa, en pleine cérémonie de purification officiée par un prêtre, entourée de tous les artefacts possibles et inimaginables, exactement 49 jours après le décès de Kaoru. Le témoignage du Kanushi est confus, et le pauvre homme a été interné quelque temps après. Mais nous avons pu avoir accès à ce qu'il a écrit dans le registre du sanctuaire. Lors de la cérémonie, il semblerait qu'une guêpe ou un frelon soit entré dans la pièce où j'officiais et profité d'un éternuement ou d'un bâillement de Kaed pour lui piquer la langue. En tout cas, c'est ce que j'ai pensé au premier abord. La jeune femme était à genoux, les mains jointes et la tête vers le bas, en pleine prière quand elle a commencé à suffoquer. J'ai vu sa langue commencer à gonfler, la forçant à ouvrir la bouche et l'empêchant de respirer. Elle bavait et gaspait en agitant les mains dans tous les sens. Des larmes coulaient sur ses joues et ses yeux roulaient dans ses orbites quand elle s'est soudainement levée et a commencé à se griffer la gorge et les joues. Puis elle a agrippé à 2 mains sa mâchoire inférieure comme pour l'aider à s'agrandir. Elle a tiré fort, tellement fort. Je me souviendrai toujours du bruit que ses os ont fait quand elle l'a finalement disloqué. Mais ça ne suffisait pas, elle continuait à s'étouffer. Elle a alors attrapé sa langue et a tiré dessus de plus en plus fort jusqu'à l'arracher complètement. Il y a eu un geyser de sang, puis elle a poussé des hurlements terrifiants avant de s'effondrer raide morte. Je ne peux que l'écrire ici, les Kami m'en sont témoins, mais il y avait quelque chose de maléfique, de qu'égaré dans cette expérience. Juste avant que tout commence, j'ai senti sur moi comme un regard. Pourtant, nous étions seuls dans le sanctuaire. Le parfum de glycine qui flottait dans l'air a disparu juste avant ce que je considère comme une attaque impure. J'ai entendu une voix venant de nulle part et partout à la fois.
une voix clairement inhumaine dire « À moi, tu m'appartiens, donne-moi ce qui me revient. » Je ne sais pas si c'était un yokai, un yurei ou encore une autre créature, mais une fois que la pauvre a rendu l'âme, cette présence a instantanément disparu. Je ne sais pas ce qu'est devenu la langue. Il semblerait que cette chose l'ait emportée avec elle. Cependant, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle m'a vu et que peut-être elle reviendra se venger. J'ai bien peur que tous les artefacts et toute la puissance des kami ne puissent rien contre elle. Ne restait plus que Hibiki et Kenichi, tous deux traumatisés par la mort violente de leur compagnon d'infortune. Les photos se font de plus en plus rares, ils ont compris. Ils savent que l'un de leurs sens va leur être arraché violemment et qu'ils en mourront. Ils savent même exactement lequel et quand. Enfin, ils ont le choix dans la date, si je peux me permettre. L'un dans 49 jours, l'autre 49 jours plus tard. Et je ne suis pas sûre qu'être le dernier soit une bénédiction. Bien sûr, la police a été prévenue. Si elle rigolait au départ, une fois le deuxième corps découvert, elle a pris très au sérieux ce qu'elle qualifie de probable meurtrier en série. Elle a même mis en place des rondes régulières autour de leur lieu de domicile et d'école. Les parents ont même fait appel à des services de protection privée. Mais tous les deux, ils savent. Ils savent que même si un prêtre shinto n'a rien pu faire, que les prières et autres exorcismes n'ont rien donné, ils sont tous les deux condamnés. Alors ils profitent de leur dernière semaine. Même s'ils sont mineurs, c'est alcool à gogo, passage dans les pachinko, veille jusqu'aux petites heures, drague et honté. Ils entendent bien profiter au maximum. Les jours passent. Hibiki a choisi son endroit. Il veut mourir entre lac et forêt, être en paix avec lui-même quand Kokori-san ou la chose qui se fait passer pour lui se présentera. Il est assis face au lac Saiko, juste avant les premières lueurs de l'aube. Derrière lui, la forêt bruisse lentement dans le vent et les animaux nocturnes rentrent se coucher, tandis que les diurnes s'éveillent timidement. De temps en temps, une voiture passe au loin. Il est prêt. Les poils sur ses bras se hérissent. Il sent un souffle froid comme la mort dans sa nuque. Et une voix juste un petit peu moins inhumaine susurre à ses oreilles. À moi, tu es à moi, tu m'appartiens. Donne-moi ce qui me revient et que ton âme trouve la tranquillité. Le corps de Hibiki s'affaisse lentement. Le sang coule le long de ses conduits auditifs désormais dépourvus d'oreilles, tandis que le givre qui l'a subitement entouré fond avec le lever tranquille du soleil. Désormais, il n'en reste plus qu'un. Kenichi a bien tenté de se suicider, plusieurs fois même, mais il n'a jamais eu le courage d'aller jusqu'au bout. Il s'est penché sur la magie asiatique, occidentale, a même été voir un prêtre catholique qui lui a ri au nez. Une possession par un être démoniaque, et puis quoi encore? Des esprits qui peuplent la forêt ou la nuit? Il s'agirait de grandir, tout ça n'existe pas, mécréant. Résigné, il a regardé les jours, les semaines passées, seul face à la mort qui avançait vers lui. Les poils qui se hérissent sur ses bras et dans sa nuque, le froid, la sensation de ne plus être seul. Kenichi se retourne et voit les yeux dorés de Mei le regarder. La voix qui sort d'une bouche pas encore incarnée a quelquefois les inflexions de Kaede. Les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, même s'ils sont encore constitués d'une espèce de brume noire, changeante ou contour grisâtre, ressemblent parfois aux traits de ses amis. Le Hinningen, à qui il ne manque désormais plus qu'une chose, s'approche de Kenichi et lui tend une main décharnée, fantomatique, aux ongles acérés. À moi, tu es à moi, tu m'appartiens. Donne-moi ce qui me revient. Termine la transformation et laisse-moi devenir humain. En terminant ce qui a été commencé, vos âmes ne seront pas condamnées et vous pourrez tous rejoindre le Yomi en paix. Ce n'est pas la peine de lutter. Vous êtes vous-même condamné. Piégé par le regard de la créature, Kenichi ne peut plus bouger et le regarde s'approcher inexorablement. Il déplace délicatement ses mains sur le corps du jeune homme, laissant une traînée de sang à chaque endroit où ses griffes se posent.
tu me sembles d'une ossature délicate et pourtant forte, avec une peau extrêmement douce. Tu es un choix très bon. Ne t'inquiète pas, ça ira très vite. Oh, pas la peine de t'inquiéter pour ta famille et tes amis encore vivants. Je ne leur ferai rien. Je vivrai juste une vie humaine, totalement normale, parmi les humains, avec vos sens. Peut-être même deviendrons-nous amis, qui sait. Éventuellement, je leur rappellerai une petite partie de chacun d'entre vous. Peut-être même me reconnaîtront-ils comme un ami commun qu'ils avaient oublié. Et qui serais-je alors pour les détromper, alors qu'ils sont dans une si grande affliction? Pars en paix, vraiment. Et peut-être rendez-vous dans le Yomi. Et les mains continuent leur va-et-vient sur le corps de Kenichi, et la douleur arrive, atroce, pendant que le Hinningen continue son œuvre, et de ses ongles acérés le dépaisse. Kenichi n'a pas le temps de voir la finalité de l'opération. Un voile noir et miséricordieux l'enveloppe, pendant que la créature termine de le dépouiller de sa peau et la pose sur son corps éthéré. Une peau qui épouse ses formes avant de recouvrir des os, des muscles, des viscères, tout ce dont est constitué un humain normal. Le Hinningen ramasse les vêtements de Kenichi. Il fait pile sa taille et a exactement la même corpulence. Il passe sa main dans des cheveux noirs, un peu secs. Il faudrait que je m'occupe un peu mieux de ce corps que ses anciens propriétaires. Après tout, il serait dommage de ne pas honorer leur sacrifice. Et maintenant, comment vais-je m'appeler? Perdu dans ses réflexions, le Hinningen, maintenant humain ordinaire parmi les humains, marche dans les rues désertes alors que le soleil se lève lentement. Oui, maintenant, quel genre d'humain vais-je être? Je me le demande. Vous voilà de retour dans le sanctuaire abandonné. Et vous ne pouvez pas vous empêcher de frissonner, imaginant les douleurs par lesquelles sont passés Kenichi et son groupe. D'ailleurs, n'êtes-vous pas justement 5 personnes perdues dans cette nuit sauvage? Il vous prend l'envie un peu folle de faire un selfie, juste histoire d'être sûr de ne pas être une victime. Puis vous vous ravisez. Après tout, vous n'avez pas tenté d'invoquer Kokuri-san, n'est-ce pas? Face à vous, le compteur vous regarde, ses yeux pétillent. Alors, qui sait combien de Hinningen vous avez croisés dans votre vie, sachant qu'il n'y a aucun moyen de les différencier des vrais humains, parce qu'au moment où ils récupèrent leur dernier sens, ils deviennent des humains réels de facto, comme vous, comme moi. Qui sait combien de ces assassins opportunistes naviguent parmi vous? D'ailleurs, êtes-vous bien sûr que nous sommes tous ici des êtres humains? Je plaisante, bien sûr. Je plaisante. Une sueur froide coule le long de votre colonne vertébrale. Vous êtes sûr que le compteur a sondé votre âme en disant cela. Un petit sourire narquois flotte sur ses lèvres, alors qu'il se dirige vers une 7e bougie, et la souffle, avant de retourner s'asseoir parmi vous.